l'enregistrement. Et voilà donc le partage de mon écran. Est-ce que c'est bon, hein? C'est clair pour le partage? Donc, je vous prie de me répondre par un message, hein. À chaque fois, vous pouvez m'envoyer un message pour que je puisse avancer dans le cours, s'il vous plaît. Très bien, on commence, hein. Alors, puisque on va voir ensemble donc le module JavaScript ou bien programmation Web 2. Au fait, la programmation Web 2, on ne va pas uniquement voir les notions de base de JavaScript, on va voir autres notions. Mais pour commencer, on va introduire la notion du langage JavaScript. C'est quoi un langage JavaScript? Et surtout, quelle est la syntaxe de base du langage JavaScript? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, très bien. Ben, alors, je passe qu'à femme a un problème. Je vais t'avoir un message. Donc, je reprends. Je viens donc de mentionner que voilà, le langage JavaScript, c'est un langage web. Alors, pour voir l'utilité de ce langage, pourquoi on a besoin d'utiliser un langage comme le langage JavaScript? Donc, voilà, on va essayer de répondre à ces questions. La première question est la suivante. Donc, quels sont les langages web que vous connaissez ou bien que vous maîtrisez? Puisque au niveau du premier semestre, donc, nous avons vu les langages HTML et CSS. Donc, voilà les langages tout simplement web que nous avons traités tout au long du premier semestre. Voilà les questions qui se posent. Alors, au niveau du premier semestre, lors de manipulation du langage HTML et CSS, nous avons certainement créé des formulaires. On a des formulaires et au niveau de ces formulaires, on a vu différents exemples. Donc, par exemple, si on a un formulaire au niveau duquel on a des champs de type, par exemple, checkbox ou bien de type radio, et que nous avons à choisir, par exemple, le menu, pour combien de personnes, et par exemple, l'entrée, la salade, le plat principal. Et finalement, dans ce formulaire, on va trouver un bouton calculer. Donc, je répète, on a un formulaire qui contient plusieurs champs. Ces champs, par exemple, je vais choisir le plat, pour combien de personnes, le plat principal, l'entrée, le dessert, et ainsi de suite. Finalement, on a un bouton qui va nous calculer la somme de notre menu choisi. Est-ce qu'avec le HTML et CSS, c'est vrai que nous avons créé le formulaire avec le bouton et ainsi de suite. Mais la question qui se pose, est-ce qu'avec uniquement avec le langage HTML et CSS, est-ce qu'on pourra avoir le résultat, c'est-à-dire la somme à payer en cliquant sur le bouton calculer? J'attends votre réponse. Voilà. Bon, donc, je comprends les non. Voilà, la réponse est non. Pourquoi? Tout simplement parce que le HTML et le CSS ne font pas du calcul, ne font pas la création des fonctions qui aident l'utilisateur à être un peu interactif avec sa page web. C'est ça l'interactivité. Par exemple, lorsque l'utilisateur envoie une requête, une question, par exemple, il attend une réponse. Par contre, au niveau de CSS et HTML, nous sommes en train d'écrire, par exemple, des textes, des images et ainsi de suite. Et juste, on va voir le résultat de ces balises sur le navigateur. Donc, voilà donc l'utilité du JavaScript. Il va nous aider à créer une certaine interactivité avec notre page web. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Par exemple, avec des calculs, des jeux, des réponses quand on clique sur un bouton et ainsi de suite. S'il vous plaît, est-ce que c'est clair? Est-ce qu'on peut avancer? Les autres, s'il vous plaît. Très bien. Donc, les autres. Très bien. On avance. Si jamais vous trouvez un problème, on peut refaire tout ça, hein. Bien.
Alors, ici, vous allez trouver, je vais vous déposer ce cours sur la plateforme et vous allez trouver beaucoup de détails sur, par exemple, ici, l'historique du JavaScript, quelques détails sur la syntaxe de base de JavaScript, par exemple, ici. Vous faites attention, le langage JavaScript est sensible à la casse, c'est-à-dire, contrairement au langage HTML et CSS, lorsque vous tapez un mot en majuscule et un mot en minuscule, même s'il s'agit du même mot, il y a une différence. Ça veut dire, par exemple, ça, c'est une fonction qui s'appelle bonjour avec le B minuscule, alors que celle-là, c'est une fonction avec le B majuscule. Alors, ce sont deux fonctions différentes. Donc, vous faites attention. Ici, le JavaScript, c'est un langage sensible à la casse, donc qui fait la différence entre minuscule et majuscule. C'est ça la première remarque. Aussi, chaque instruction se termine par un point-virgule, mais parfois, si l'instruction n'est pas complétée, on peut la compléter dans une seconde ligne. Ici, donc, voilà, dans ce tableau, vous allez trouver quelques comparaisons entre le langage JavaScript et Java. Par exemple, je ne vais pas trop m'attarder sur ça. On parle d'un langage interprété pour le JavaScript, c'est-à-dire qu'on va faire la traduction instruction par instruction. Par contre, pour les langages comme Java ou C++, c'est toujours, ce sont des langages compilés, pardon. Ça veut dire qu'ils font la traduction une fois pour toutes et on va obtenir un code exécutable à la fin. Bien, une autre remarque qui est importante, c'est que le langage JavaScript, c'est un langage peu typé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas besoin à chaque fois de donner le type d'une variable. Contrairement au langage Java. Par exemple, en Java ou bien en C++, on est obligé à chaque fois de mettre int x, char x, par exemple, float x. Donc, on mentionne à chaque fois le type de la variable. Par contre, au niveau JavaScript, non. On met directement x, par exemple, égal à 1, et c'est au système de détecter, selon la valeur de cette variable, quel est son type. Par exemple, si je mets x égale à 5, c'est une variable entière. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avancer, s'il vous plaît, hein? Très bien. Mais je vais essayer d'aller petit à petit, et même si pour ceux qui ne sont pas présents ici, ils peuvent par la suite revenir à la séquence vidéo et donc vous allez trouver tous les détails avec le cours que je vais donc le déposer sur la plateforme. Sinon, pour ceux qui sont présents, vous pouvez poser vos questions, hein. Alors, on avance. Ici, donc voilà, on va commencer directement par la syntaxe. Comme le cas du CSS, c'est le code CSS, c'est vrai qu'on peut écrire un fichier externe CSS, mais toujours le code CSS, il est interprété à travers le code HTML. Ça veut dire qu'on fait appel au code CSS à l'intérieur de HTML. C'est le même principe que le langage JavaScript. Donc, ceci veut dire qu'on ne va pas utiliser un outil spécifique pour le langage JavaScript, non. Plutôt, on va écrire un code JavaScript qui peut être interne directement dans le code HTML ou bien externe. Mais dans tous les cas, il sera traité dans le code et dans une page HTML. Alors, ici, pour écrire un code JavaScript interne, ça veut dire dans la page HTML elle-même, tout simplement, on va utiliser des balises script. Comme vous voyez ici, il y a deux attributs, l'attribut type et l'attribut language. Ces deux attributs sont optionnels. Pourquoi ils sont optionnels? Car au niveau de la norme HTML5, ils ont donc omis ces deux attributs. On peut écrire donc directement script, on ferme la balise, on écrit notre code JavaScript au milieu et on ferme la balise. Est-ce que c'est clair pour la syntaxe de base? Je vais vérifier avec vous si tout va bien. Très bien. Alors, on avance. Ici, comme vous voyez, voilà donc un exemple de placement du code JavaScript en interne. C'est le même principe que CSS. Lorsque vous avez étudié CSS au premier semestre, certainement, vous avez vu les différents emplacements d'un code CSS. On peut le placer donc dans la partie head de notre page HTML, dans la partie body, ou bien même avec les événements dans la balise elle-même. Tout ça, ce sont des solutions internes.
Donc, ici, je mets script et, par exemple, alerte, bienvenue au cours JavaScript. Qu'est-ce que j'ai fait avec cette instruction alerte? Tout simplement, j'ai affiché un message. Comme vous voyez ici, voilà le résultat. Il m'affiche donc une boîte de dialogue comme celle-là. C'est une petite boîte qui s'affiche dans le navigateur et qui m'indique que voilà un message affiché par ce code. Donc, si je vous pose la question, quel est le rôle de la fonction alerte? Qu'est-ce qu'elle fait? La fonction alerte, d'après vous, quel est le rôle de cette fonction? Qu'est-ce qu'elle a fait? Voilà, affichage d'un message, tout simplement. On a vu maintenant une première instruction du code JavaScript qui est l'alerte. Donc, alerte permet d'afficher un message. On passe maintenant. Donc, ça, c'est une première possibilité pour placer le code JavaScript. Je peux l'écrire directement dans la partie head. Maintenant, on peut aussi le placer dans la partie body en utilisant la balise script. Une troisième façon de faire est d'utiliser le code JavaScript avec un événement. Comme vous voyez ici, par exemple, je suis à l'intérieur de la balise A qui permet donc de créer un lien. Cliquez ici et je souhaite afficher un message avec bien sûr la fonction alerte en cliquant sur ce bouton, par exemple, sur ce lien, pardon. Donc, tout simplement, on va associer le code JavaScript à cet événement à l'intérieur de cette balise. Donc, je récapitule. On a vu, donc, il y a en fait deux possibilités pour intégrer un code JavaScript dans une page web. La première possibilité, c'est la solution interne. Ça veut dire on va intégrer le code JavaScript dans une page HTML. Et on aura une seule page .html qui contient un code JavaScript. Au niveau de cette solution interne, on a trois possibilités. La première possibilité, c'est de inclure le code script dans la partie head, comme vous voyez ici. Une deuxième, c'est dans la partie body en utilisant aussi la balise script. Et une troisième façon de faire est d'inclure donc le code JavaScript à l'intérieur de la balise elle-même. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Bien. Alors, ici, donc, voilà, tout simplement, j'ai aimé, voilà la question qui se pose à ce niveau. Est-ce que cette solution, qui consiste donc à utiliser un code JavaScript à l'intérieur d'une balise, est-ce que cette solution est conseillée ou non? Sinon, pourquoi elle n'est pas conseillée? D'après vous, est-ce que cette solution est conseillée ou non? Et sinon, qui peut donc nous justifier sa réponse? Raed. Donc, Raed, donc, tu vois que cette solution, elle est déconseillée. Et pourquoi donc? Les autres, s'il vous plaît. Bon, mis à part d'une fonction Raed, le problème, il n'est pas uniquement au niveau de l'utilisation ou non d'une fonction. Le problème, comme vous voyez ici, c'est que je suis en train d'utiliser uniquement une instruction de deux mots. Mais imaginez que j'ai par exemple un code JavaScript qui contient plusieurs fonctions, donc qui contient plusieurs lignes d'instruction. À ce moment, si je vais à chaque fois ajouter mon code JavaScript à un événement, à ce moment, le code HTML il sera illisible. Et même s'il y a une erreur, il sera très difficile de la retrouver. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez compris pourquoi cette solution elle est déconseillée? Oui, c'est pas pratique. Oui, c'est vrai, Ryan. Oui, aussi, côté debugging, si on cherche, comme je viens de mentionner, si on va chercher une erreur, ce sera plus difficile. Et d'ailleurs, comme le cas de CSS, on préfère toujours séparer au niveau du HTML, séparer par exemple le code HTML de code CSS. De même, on souhaite, donc, on préfère plutôt séparer le code HTML de celui du JavaScript pour avoir donc des codes plus lisibles. Et avec un simple appel, on peut utiliser notre code JavaScript. Et ceci, donc, c'est la solution d'un code JavaScript externe. Arrivons maintenant au code JavaScript externe. Tout d'abord, est-ce que c'est clair pour la question? Est-ce que vous avez compris la réponse? Oui ou non, s'il vous plaît? Essayez de me répondre le plus vite possible pour qu'on puisse avancer, s'il vous plaît. Ben non. Ben, Oumaima. Je répète. Très bien, Mariam. Mariam, alors,
Est-ce que tu m'écoutes, Mariam? Je vais, donc, je vais répondre encore une fois à la question pourquoi cette solution elle est déconseillée. Voilà, Mariam, pourquoi. Tout simplement, ici, si on va écrire le JavaScript, le code JavaScript dans un événement, comme le cas dans chaque balise, si je vais écrire mon code JavaScript dans chaque balise, imaginez que, par exemple, mon code JavaScript, il ne contient pas une seule ligne, comme si c'est bien le cas, alerte bonjour. Il contient plusieurs lignes d'instruction, plusieurs fonctions. À ce moment, mon code HTML, il sera donc illisible. Par exemple, si je fais une erreur dans mon fonction ici, il sera difficile de la retrouver, puisque à chaque balise, je vais trouver un code JavaScript. Ce code, il contient plusieurs lignes. Je passe à la deuxième balise, je vais trouver un autre code JavaScript et ainsi de suite. Le code HTML, est-ce qu'il sera clair? Est-ce qu'il sera lisible? Bien sûr que non. Donc, il vaut mieux ne pas utiliser cette écriture. Il vaut mieux utiliser, par exemple, un fichier JavaScript, un code JavaScript, que ce soit au niveau de la partie head, comme celle-là, que ce soit au niveau de la partie body en utilisant la balise script ou bien en utilisant un fichier externe carrément. Est-ce que c'est clair, Mariam? Je reviens. Mariam, est-ce que c'est clair? Est-ce que j'ai bien répondu à vos questions? Est-ce que... Oh, très bien. Ben, les autres, est-ce que c'est clair? Très bien. Ben, alors, on avance. Ici, on va voir maintenant la solution conseillée. La solution conseillée est toujours d'utiliser un script externe, comme le cas de CSS. Donc, on va créer un fichier séparé qui va porter donc l'extension .js pour dire JavaScript. Et par la suite, on va lier ce fichier à notre page HTML en faisant un simple appel avec la syntaxe suivante. Donc, je répète, on écrit notre code JavaScript dans un fichier séparé, on l'enregistre avec l'extension .js. Ensuite, on va faire appel à notre fichier avec la syntaxe suivante. Dans la partie head, par exemple, ou bien dans la partie body, c'est pas grave. Voilà un exemple. On suppose que nous avons créé un fichier qui s'appelle mon fichier.js, enregistré dans le même dossier que ma page web. Lors de l'appel, pour donc faire appel à ce code, j'utilise tout simplement script src mon fichier.js. C'est exactement le même principe de l'appel des fichiers CSS lorsque nous avons fait link href et on ajoute le fichier .css. Est-ce que c'est clair pour le code JavaScript en externe? Est-ce que c'est clair pour le code JavaScript en externe? C'est bon les autres? Oui ou non? Très bien. Ben, alors, on va voir maintenant autre fonction qui concerne donc les entrées-sorties. Tout à l'heure, nous avons vu la fonction alerte qui permet donc d'afficher un message, mais non pas au niveau du document, mais plutôt dans une boîte de dialogue. Ça veut dire une petite boîte qui s'affiche et qui nous donne donc notre affichage. Il y a aussi une autre méthode qui le confirme. Il y a le prompt et il y a le document.write. On va voir la différence entre ces quatre fonctions. On va commencer par exemple par l'alerte. Voilà tout simplement. Si je mets alerte, à l'intérieur, donc je peux mettre un message ou bien une valeur de, si je souhaite afficher par exemple la valeur d'une variable, je vais mettre alerte, la valeur et je vais obtenir une boîte de dialogue comme celle-là. Est-ce que c'est clair? Oui ou non? Bien. Alors, pour être un peu dynamique, je vais créer devant vous un nouveau fichier JavaScript, par exemple fichier nouveau. Donc, je vais enregistrer mon fichier enregistré sous, donc je vais le nommer par exemple test. C'est juste pour tester les exemples de cours pour qu'il sera donc plus clair pour vous. Donc, je vais l'appeler par exemple test.html et je vais l'enregistrer directement sur mon bureau. Voilà. Et c'est pas grave, je vais le remplacer. Donc, et je vais donc utiliser mon code, je vais utiliser un code HTML interne au niveau de la balise head. Donc, voilà la structure de base de mon document. Donc, voilà le head. Voilà. Et bien sûr, on a la deuxième partie, c'est le body ou bien le corps de notre document. Comme je viens de mentionner,
pouvez utiliser votre script, vous pouvez l'écrire, que ce soit au niveau de la partie head, la partie en tête de ma page, ou bien au niveau de la partie body, ou bien un fichier externe. On va voir les différentes possibilités comme je viens de les expliquer. Donc, je peux placer mon script ici, comme je peux le placer donc dans la partie body. Est-ce que c'est clair? Je crois que c'est bien clair. Juste, je vais fermer le HTML. Maintenant, donc, je vais écrire mon code JavaScript au niveau de mon script. Donc, ici, tout simplement, on va essayer l'alerte. Donc, je vais mettre alerte. Alerte, donc, bienvenue au cours, par exemple, JavaScript. Donc, ici, je vais enregistrer. Voilà. Je vais enregistrer ma page et je vais ouvrir ma page dans le navigateur. Et on va voir le résultat directement sur le navigateur pour donc comprendre l'utilité de la fonction alerte. Donc, on a nommé notre fichier test. Voilà. Voilà. Est-ce que vous avez compris la boîte de dialogue alerte? Oui ou non, s'il vous plaît. Voilà donc le résultat. Il m'affiche une petite boîte de dialogue. Bienvenue au cours JS. Donc, je vais vérifier si vous avez... c'est la Notepad++, il remplace le VS Code. Oui, oui, donc, comme Ryan vient de mentionner, le Notepad ou bien le VS Code, c'est tout simplement un éditeur. Vous pouvez utiliser n'importe quel éditeur pour écrire les balises HTML, VS Code, le Notepad, Sublime Text. Vous pouvez utiliser n'importe quel éditeur. Le plus important, c'est d'enregistrer votre fichier avec l'extension .html. Donc, la question, est-ce que vous avez compris le rôle de la boîte de dialogue? Comme vous voyez ici, alerte, voilà le résultat d'alerte. Elle permet d'afficher un message ou bien une valeur d'une variable dans une boîte de dialogue. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Ben, très bien, on passe alors. Ici, je vais refaire le même travail, mais maintenant avec une variable. Par exemple, je vais déclarer une variable x égale à 5. Et ici, je vais faire alerte, par exemple, la valeur de x et je vais mettre plus pour concaténer la chaîne de caractères avec la valeur de x. Ici, j'ai mis x en majuscule, je vais la remplacer. Et je vais actualiser à nouveau ma page et on va voir le résultat. Comme vous voyez, la valeur de x est 5. Donc, si je souhaite afficher la valeur, tout simplement, je vais utiliser le nom de ma variable. Juste pour ajouter un espace, vous pouvez l'ajouter ici, après le R. Donc, j'enregistre, j'actualise ma page et voilà, donc, j'obtiens le résultat. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Est-ce que vous m'avez suivi, s'il vous plaît? Très bien. Alors, ici, on va avancer. Ça, c'est le rôle d'alerte. J'espère que vous avez bien compris la méthode alerte qui affiche tout simplement une boîte de dialogue comme je viens de vous montrer et vous expliquer l'exemple. On va voir maintenant une deuxième méthode qui est le prompt. Que fait le prompt d'après vous? C'est tout simplement l'inverse d'alerte. Donc, alerte permet d'afficher à l'écran un message. Le prompt permet donc de saisir, permet à l'utilisateur de saisir des valeurs. Elle donne la main à l'utilisateur d'écrire à travers son clavier des valeurs. On va l'essayer. Donc, ici, comme vous voyez, je peux ajouter deux paramètres à ma fonction prompt. Ici, c'est le message et ici, c'est la valeur par défaut qui sera affichée ici. On va voir directement par des exemples. Ici, donc, je vais mettre au lieu d'alerte, par exemple, X. Si je souhaite, par exemple, introduire le nom d'utilisateur, nom égale prompt donnez votre nom. Je vais effacer tout ça. Et ensuite, je vais actualiser ma page. Donc ici, j'actualise ma page. Voilà donc le résultat. C'est toujours une boîte de dialogue qui va me demander « Donnez votre nom ». Je vais écrire par exemple « Amara ». Et voilà, je tape « OK ». Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez compris le rôle de prompt? Bien.
Alors, juste une remarque. Comme je viens de mentionner, prompt peut avoir deux paramètres. Je vais ajouter maintenant virgule. Je vais écrire, ça c'est mon prénom dans le deuxième paramètre. Ça veut dire que je vais juste ajouter une valeur par défaut qui va être affichée dans ma boîte. Donc, je vais enregistrer. Si j'actualise, voilà, donc je vais trouver le deuxième paramètre qui est écrit par défaut dans ma boîte de dialogue. Est-ce que c'est clair? C'est bon, donc, très bien. Donc, c'est bon pour l'alerte, c'est bon pour le prompt. On va voir les deux autres fonctions. Maintenant, le confirme. Le confirme, c'est tout simplement, si on souhaite confirmer, ça veut dire prendre l'avis d'un utilisateur. Tout simplement, on va lui poser la question. Est-ce que vous voulez vraiment quitter la page? Est-ce que vous voulez vraiment confirmer, par exemple, votre numéro? À ce moment, on attend à deux réponses, oui ou non. C'est pour ça qu'on utilise les boîtes de type confirme. C'est juste pour avoir la réponse ou bien la confirmation. On va exécuter cet exemple directement sur notre éditeur. Essayez de me suivre s'il vous plaît. Donc ici, je vais taper ce code. Voilà, donc juste on n'a pas besoin du script puisque je l'ai déjà donc. Ici, if, je vais tester. If confirme, voulez-vous quitter? Donc, if, ça veut dire quoi? Puisque au niveau de la boîte de dialogue confirme, on a deux réponses, oui ou non. Donc, si je vais mettre if confirme, c'est que l'utilisateur clique sur OK, il clique sur oui. À ce moment, je vais lui afficher alerte au revoir. Sinon, s'il clique sur annuler, je vais lui afficher passer à la suite. On va tester ce code ensemble. Donc ici, je vais enregistrer, je vais actualiser ma page web. Donc voilà, j'actualise ma page. Comme vous voyez ici, il m'a posé la question, est-ce que vous voulez quitter? Donc je vais cliquer sur OK. À ce moment, il va m'afficher au revoir. Si j'actualise encore une fois, je vais maintenant choisir annuler. Vous voyez, il m'affiche la suite. Est-ce que c'est clair pour confirmer, s'il vous plaît? Pour confirmer, c'est bon? Pour la méthode confirme. Très bien. Donc, il nous reste une seule fonction, c'est la fonction donc document.write. Document.write, tout simplement, qu'est-ce qu'elle va faire? Pardon. Elle va m'afficher aussi des messages à l'écran. La question qui se pose, quelle est alors la différence entre document.write et alerte? Tout simplement, document.write, elle va afficher un message sur le document du navigateur. Par contre, alerte, elle va nous afficher ce message donc dans une boîte de dialogue. Je vais vous montrer donc par l'exemple. Ici, je reviens sur ici, par exemple, je vais mettre alerte, mon premier message. Et je vais mettre document.write. Second message. Et je ferme les parenthèses et voilà, je vais exécuter mon code. Juste, j'ai oublié les codes ici. Une remarque, vous pouvez utiliser la simple code ou bien les deux codes, ça revient au même. Hein. Il s'agit toujours d'une chaîne de caractères. Donc, j'ai fait deux messages. Un premier message avec la méthode alerte et un deuxième message avec le document.write. Juste une remarque, on ne peut pas utiliser le write sans document. Toujours, j'utilise document.write. Le document, ça représente tout simplement cette page. Ça représente la page header. Au milieu, c'est le document. C'est pour ça que je vais mettre document.write. La fenêtre s'appelle window. On va voir donc le window. Avec la méthode prompt, je peux utiliser window.prompt ou bien prompt, pardon. Et pour le write, je vais utiliser obligatoirement document.write. Donc ici, ma remarque, si vous mettez write seulement, ça ne va pas marcher. Donc, revenons à la comparaison entre alerte et document.write. Tout simplement, si j'actualise ma page, donc ça correspond au message affiché par la fonction alerte. J'ai obtenu mon message dans une boîte de dialogue. Et pour le deuxième message, il est apparu où?
tout simplement, le message a été affiché au niveau du document. Voilà, le document, c'est celui-ci. Donc, voilà. Est-ce que vous avez compris maintenant la différence entre le document.write et l'alerte? Très bien. Donc, comme je viens de mentionner, le document.write, comme le nom de cette commande indique, il va être affiché dans le document. L'alerte, elle va être affichée donc, dans une boîte de dialogue. Alors, on avance. Il nous reste juste, au niveau des entrées et sorties, il y a une autre fonctionnalité offerte par le langage JavaScript, c'est la console.log. Je ne sais pas si vous avez vu cette méthode pour le CSS et le HTML au niveau du premier semestre. Donc, tout simplement, la console, elle permet aussi d'afficher des valeurs, mais non pas dans une boîte de dialogue et non pas dans le navigateur, mais plutôt dans une fenêtre à côté de mon document, et au niveau de laquelle je peux voir directement le résultat de mes instructions. Aussi, c'est une possibilité pour détecter les erreurs de l'utilisateur. On va essayer tout ça. Donc voilà, je vais essayer le même exemple. Ici. L'avantage, c'est que vous pouvez écrire directement et voir le résultat de vos commandes. Voilà, si je vais exécuter l'exemple de console.log et je vais vous montrer comment lancer la console. Hein. Ici, donc, je vais let ou bien var, c'est tout simplement pour déclarer une variable. Si elle est optionnelle, on peut ne pas l'utiliser. Voilà donc ici mon nom, Bonfolène, la console.log, mon nom. Je peux utiliser directement alerte et je vais obtenir le même résultat. Mais vous allez voir maintenant la différence. Si j'actualise ma page ici, je ne trouve rien. Ça veut dire que la fonction console.log, elle va, c'est vrai, afficher des valeurs ou bien des messages, mais non pas dans une boîte de dialogue et non pas dans le navigateur. Tout simplement, c'est dans la console. Pour donc voir ma console, on peut cliquer ici, plus d'outils, outils de développement. Et voilà, donc dans la console, vous allez trouver le résultat de votre code. Je vais voir ici, donc console. Voilà. Ici, attendez s'il vous plaît. On peut le lancer directement à travers les raccourcis du clavier. Hein. Donc, pour moi, ce n'est pas le F12, hein. C'est le plus d'outils, outils de développement. Donc, c'est le contrôle, maj, ça veut dire la touche majuscule, et I pour lancer, votre console. Donc, je répète, plus d'outils, outils de développement. Et voilà donc la console au niveau de laquelle je vais obtenir donc, le résultat. Je vais essayer de... Voilà. Donc ici, comme vous voyez, j'ai un problème. J'ai une erreur au niveau de mon code. Si je clique sur l'erreur, pardon, donc je dois tout d'abord corriger l'erreur pour pouvoir afficher le résultat. Donc j'ai une erreur au niveau de la ligne 6. Ici. Mon nom. Donc attendez, s'il vous plaît. Je crois que c'est au niveau des apostrophes. Et on va voir. Voilà. Tout simplement, est-ce que vous avez compris le rôle de console.log? Elle a double rôle. Elle m'affiche les résultats de mes instructions. Aussi, elle permet de m'indiquer des erreurs au cas où l'utilisateur a fait une erreur au niveau de son code, comme c'est bien le cas de l'exemple que je viens de vous montrer. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Allez-y, essayez d'être un peu interactif. Hein. Est-ce que c'est clair? Très bien. Alors, on va avancer. Je vais vous montrer. Maintenant, vous avez, je suppose que vous avez bien compris la différence entre les différentes méthodes ou bien fonctions des entrées-sorties, l'alerte, le document.write, le confirm et le console.log. On va passer à d'autres exemples ici, surtout au niveau des types de variables. Au fait, au niveau cette application, on va l'exécuter, mais avant tout, je vais vous montrer quelques exemples sur les variables et comment déclarer une variable. Pour déclarer une variable, tout simplement, on peut utiliser le mot-clé var ou bien le mot-clé let. On appelle cette déclaration une déclaration explicite. Donc, si vous utilisez le mot-clé let ou var, ici par exemple, si je mets let x
ou bien je mets var x. On appelle ça une déclaration explicite, tout simplement parce que j'ai utilisé le mot-clé let ou var. Sinon, je peux directement, sans let et sans var, je peux déclarer mes variables. On appelle ceci une déclaration implicite et c'est correct aussi. Mais la question qui se pose, quelle est la différence entre let et var? Tout simplement, voilà une réponse très claire pour faire la différence entre les deux déclarations. Si on utilise let, la variable ne sera reconnue qu'à l'intérieur d'un bloc. D'un bloc, ça veut dire quoi? Ça veut dire entre parenthèses, par exemple dans une boucle for. Si j'utilise let i, ce i ne sera reconnu qu'à l'intérieur de cette boucle. Si je sors de ma boucle, par exemple, et je mets alerte i, j'aurai une erreur. Il va me dire non, vous n'avez pas le droit d'utiliser i, ou bien la variable i, elle n'est pas reconnue. Ça, c'est pour le let. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Je vais passer à la déclaration avec var. Est-ce que c'est clair pour le let, hein? Répondez-moi, s'il vous plaît. Très bien. Maintenant, pour le var, elle a le même rôle que let, donc elle permet de déclarer une variable. Mais toujours, il faut retenir qu'on peut ne pas utiliser ni let ni var. Hein. On va voir par exemple, par la suite, pourquoi on va l'utiliser alors. Pour le var, maintenant, c'est inversement à let. On peut utiliser par exemple ici var x égale à 1. Et ici, je vais mettre x égale à 3. Si j'affiche x en sortant de mon bloc de for et je mets alerte x, je vais obtenir le 3 et non pas le 1. Pourquoi? Parce que le x, elle est reconnue à l'extérieur de ma boucle et même à l'intérieur et à l'extérieur. Est-ce que c'est clair la différence entre var et let? Je répète, la différence majeure entre ces deux utilisations ou bien ces deux déclarations de variables, c'est que let, elle ne sera reconnue qu'à l'intérieur d'un bloc, entre les parenthèses ou entre les accolades, alors que la variable var, elle peut être reconnue à l'intérieur ou bien à l'extérieur d'un bloc. Est-ce que c'est clair? Bien. Juste, on va passer à une autre notion très importante qui concerne les variables. Et vous faites très attention. Ce type de questions peuvent être posées au niveau des QCM, que ce soit au niveau du DS ou bien au niveau de l'examen. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'une variable locale ou bien une variable globale. Une variable locale, elle est connue, elle est reconnue à l'intérieur d'une fonction, par exemple, uniquement à l'intérieur d'une fonction. Par contre, une variable globale, elle sera reconnue dans tout le code JavaScript. Je vous donne un exemple. Si je vais ici, juste, il faut retenir, voilà le tableau auquel il faut faire attention. Ici, la question qui se pose pour cet exemple, c'est l'exemple que je viens de l'expliquer, hein, entre le var et let. Et je suppose que c'est clair. Donc, le var, elle est reconnue à l'intérieur du bloc, c'est-à-dire les accolades ou bien les parenthèses. Mais le let, comme vous voyez ici, si je vais mettre let x égale à 1 et à l'intérieur, je vais mettre let x égale à 2, si j'affiche le x à l'extérieur, c'est toujours 1. Ça veut dire que le let, le x à l'intérieur, elle n'est pas changée. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai utilisé le let. Et comme je viens de mentionner, le let ne sera reconnu qu'à l'intérieur des accolades. Comme vous voyez ici, c'est 2. À l'extérieur, c'est 1. Est-ce que c'est clair? Bien. Alors, je reviens aux notions de... Pardon? Oui. Donc, je reviens aux notions de variable locale et globale. Tout simplement, une variable locale, comme je viens de mentionner, elle sera reconnue uniquement dans une fonction bien donnée. Et pour déclarer du variable d'une façon locale, on utilise var. Maintenant, pour les variables globales, on peut les déclarer sans utiliser le mot-clé var. Tout simplement, je parle des variables locales et des globales. Hein. Je ne parle pas des let et des var. Une variable locale, tout simplement, elle est reconnue à l'intérieur d'une fonction. Qu'elle n'ouvre une fonction, elle ne sera pas reconnue. Et là, pour déclarer une variable globale, que je peux l'utiliser n'importe où dans mon code, tout simplement, je n'utilise pas le mot-clé var.
ما نستعملش الفار بالكل نستعمل الفار للليت comme ça je suis sûr que ma variable elle est globale, elle peut être utilisée dans tout le code. Mais si vous mettez var avant le nom de la variable, cette variable elle sera locale, ça veut dire elle ne sera reconnue qu'à l'intérieur de sa fonction. Est-ce que c'est clair? Le principe entre la différence entre les variables locales et globales, s'il vous plaît. Ben. Maintenant, on va passer à une dernière partie. C'est avant de passer aux boucles, juste une remarque concernant les constantes. Pour déclarer une constante, tout d'abord, qu'est-ce qu'une constante? Une constante, c'est une variable, mais qui a une valeur fixe et qui cette valeur ne sera pas changée. Il ne faut pas changer la valeur d'une constante, sinon vous aurez une erreur. Par exemple, ici, la variable config précédée par le mot-clé const et a la valeur Windows 10. Maintenant, si j'essaie de modifier la valeur de config, il va m'afficher ici une erreur tout simplement parce qu'une constante ne doit pas être changée. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Bien. Je termine avec les boucles. Je sais qu'il nous reste un peu du temps pour exécuter une application. Au fait, juste ici, pour les noms du variable, s'il vous plaît, vous faites attention. Pour les noms du variable, il faut éviter d'utiliser les caractères accentués pour choisir des noms du variable. À éviter. Mais le caractère autorisé, c'est le caractère l'underscore ou bien on peut l'utiliser pour les noms de nos variables. Autre remarque très importante, les mots-clés réservés au langage, par exemple le for, le if, JavaScript, on n'a pas le droit d'utiliser ou bien de nommer une variable qui porte ces noms. Est-ce que c'est clair? Oui ou non? Bien. Je vais avancer un peu plus. Donc ici, on va voir les types de données et on termine par la conversion. Au fait, pour n'importe quel langage de programmation, pratiquement, on utilise les mêmes types de données. Ça veut dire le booléen, le nombre qui contient l'entier et les réels, les chaînes de caractères et les objets. Les objets, ce sont des types qu'on peut les définir. En fait, il y a des objets prédéfinis, il y a des objets que l'utilisateur peut les définir. Donc, ici, on va s'intéresser aujourd'hui aux conversions numériques. Par exemple, je vais changer entre nombre, caractère et ainsi de suite. Vous faites attention ici, pour le type number, je vais commencer par le type number. Ici, voilà, j'ai un nombre, un nombre flottant avec virgule, et ici, un deuxième nombre qui est une chaîne de caractères. Si, par exemple, je souhaite afficher la variable résultat qui contient un nombre 1 sur nombre 2, voilà le résultat, il m'affiche NaN, ça veut dire not a number. Pourquoi? Tout simplement parce que je n'ai pas le droit de diviser un nombre sur une chaîne de caractères. Ça, c'est une erreur. Est-ce que c'est clair? Bien. On va voir maintenant la conversion numérique et essayez de me suivre, s'il vous plaît. Au fait, pour la conversion numérique, on a 4 fonctions. On a la fonction is not a number. Is not a number, elle prend en paramètre une valeur qui peut être un nombre, une chaîne de caractères ou n'importe quoi et elle va me retourner true ou false. D'après vous, وقتاش ترجع لي true is not a number? Et je pose la question, is not a number? Donc, en principe, si c'est un nombre, elle va me retourner quoi? Si c'est un nombre, elle va me retourner quoi? True ou false? Allez-y, les autres, s'il vous plaît. Is not a number. نعطيها une valeur باش ترجع لي true ou bien false. Quand elle va me retourner la valeur true et quand elle va me retourner la valeur false. Allez-y, s'il vous plaît. Is not a number. Vous faites attention. Is not a number. On pose la question, est-ce que c'est un nombre? Is not, est-ce que ce n'est pas un nombre? Allez-y. Une réponse, s'il vous plaît. Quand le nombre n'est pas un nombre. Très bien. Ici, donc, elle is not a number. Quand le nombre n'est pas un nombre, elle va me retourner true. Exactement. Tout simplement parce qu'elle pose la question inverse. Ce n'est pas un nombre. Ça veut dire si c'est un nombre, elle va me retourner
false. Et si ce n'est pas un nombre, elle va me retourner true. Tout simplement parce qu'elle pose la question par l'inverse. Ça, c'est pour is not a number. Maintenant, pour la fonction number, celle-ci, elle va essayer de convertir la valeur passée en paramètre. Si elle réussit à le convertir, par exemple, elle a dit 10 entre cotes. Elle essaie de le convertir, elle peut le convertir, donc ça va, elle va me retourner 10. Et elle a dit entre cotes, par exemple, bonjour. Elle essaie de convertir cette valeur, mais non, elle ne va pas le convertir, donc elle va me retourner NaN, ça veut dire not a number. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui ou non? Pour la fonction number, je répète, la fonction number, elle essaie de faire une conversion. Très bien. La fonction number, elle essaie de faire une conversion. Si elle réussit à convertir la valeur donnée en paramètre, elle va me retourner le nombre converti, sinon elle va me retourner false. Maintenant, parse int, elle va prendre la partie entière. Parse float, elle va prendre la partie réelle. Donc, voilà quelques exemples. Voilà, je passe directement aux exemples. Ici, je souhaite afficher is not a number de 10. Je vous rappelle que la fonction is not a number, elle va me retourner true ou false. Donc, is not a number, elle-même, elle fait appel à la fonction number. تحاول تعمل la conversion في وسطها. Donc, لهنا نقول له أنا est-ce que ce n'est pas un nombre؟ احنا اش قلنا توا la règle à appliquer. Si c'est un nombre, elle va m'afficher false, pardon. Si ce n'est pas un nombre, elle va m'afficher true. Donc ici, elle va trouver 10 un nombre, tout simplement, elle va m'afficher false. Est-ce que c'est clair? S'il vous plaît, essayez de me suivre. Hein? Très bien. Ben. Ici, maintenant, la deuxième ligne. Is not a number de 10, mais à ce moment, 10, il est entre cotes. Donc, j'ai passé une chaîne de caractères qui n'ont pas un nombre. Et malgré ça, elle m'a donné false. Pourquoi, d'après vous? En principe, non, 10 entre cotes, c'est une chaîne de caractères. Pourquoi, en principe, cette fonction va me retourner true? Pourquoi, alors, elle m'a retourné false? D'après vous, pourquoi, s'il vous plaît? علاش هوني رجعت لي false يعني c'est un nombre. Les autres. Qui a une explication, s'il vous plaît? Hein? فهمتوهاش هذه؟ نعاود. Pourquoi j'ai passé en paramètre un 10 entre cotes, ça veut dire une chaîne de caractères, mais avec ça, elle m'a donné la réponse false comme si c'est un nombre. Voilà, donc, si personne ne m'a répondu, je vais vous donner la réponse. Alors, pourquoi? Tout simplement, la fonction is not a number, elle va me retourner true ou false. À ce moment, la valeur donnée un paramètre, elle va essayer de lui faire la conversion. تحاول تعملها la conversion. هوني, elle va essayer de faire la conversion en nombre de la valeur 10. Il est possible, تقول quand même 10 صحيح هو il est passé comme chaîne de caractères, mais je peux lui faire la conversion en un nombre 10. C'est pourquoi تعملوا la conversion, تلقاها un nombre 10, c'est pour ça ترجع لي false. Attends, تفهموها avec l'exemple suivant. Alert is not a number de blue. C'est une chaîne de caractères aussi, puisqu'elle est entre cotes. Elle essaie de faire la conversion de blue, mais elle ne peut pas la convertir. Blue, c'est une chaîne de caractères. À ce moment, ترجع لي true pour dire معناها راهو ماهوش nombre. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Maintenant, est-ce que c'est clair? Ah, الآخرين. Très bien. Les autres, bravo, je connais une question. Est-ce que c'est clair? Est-ce que ce n'est pas clair? Pour que je puisse avancer. Hein? D'ailleurs, on a قريبا كملوها ساعة, donc très bien, il est bien clair. Très bien, tant mieux. Alors, je vérifie si quelqu'un n'a pas compris. Très bien. Donc ici, juste la quatrième ligne, pour comprendre la différence entre les fonctions d'eau, j'ai une variable num1 fait un number hello world. Je vous rappelle, les fonctions number, elle fait la conversion. تاخذ valeur بكلها, elle essaie de la convertir en nombre. كان نجم تبدلها ترجع لي nombre, كان ما نجمتش ترجع لي not a number. هنا elle prend hello world, c'est une chaîne de caractères. Il est impossible de la convertir ترجع لي not a number. L'exemple suivant.
هوني elle prend en paramètre un nombre تحاول ترجعه en nombre تلقاه 1 فوالا ترجع لي 1 خاطر الاصفار الكلهم ما عندهم حتى سنس هنايا ما عنديش فيرغول دونك باش ترجع لي لا فالور 1 maintenant pour cet exemple number de true pourquoi le number de true ترجع لي 1 مش not un number علاش عرفتها 1 هي pourquoi d'après vous pourquoi number de true ترجع لي 1 allez-y احنا true ou false شنو يرمزوا في البروغراماسيون c'est toujours true ça veut dire 1 false ça veut dire 0 donc si je fournis la valeur number de false elle va me retourner 0 number de true elle va me retourner 1 ici est-ce que c'est clair s'il vous plaît ça avant de passer est-ce que c'est clair je peux avancer oui ou non très bien juste pour le reste des exemples, on va voir le parse int et parse float. Parse int et parse float, ils vont prendre la partie entière. Pour faire la différence entre parse int ou parse float ou number, number راهي تعمل la conversion. تاخذ الفالور بكلها وتحاول تعملها conversion. Parse int تاخذ juste la partie entière. Parse float تاخذ juste la partie réelle معناها. نعطيك un exemple. إذا كان نقول لك هوني نعطيك parse int 22,5. Elle va me retourner juste la partie entière, c'est 22. Est-ce que c'est clair? Ben, باش تفهموا أكثر الفرق بين parse int par exemple و number لهنا كي نقول له parse int de 13 ونحط apostrophe لهنا. Parse int, c'est bon, ترجع لي 13 خاطر elle va considérer uniquement la partie 13. Number, qu'est-ce qu'elle va faire number? Number, la valeur, c'est toute cette valeur. Par exemple, que j'ai عندي B, 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 B. باش ترجع لي هنا. كي جا عندي هكا. Parse int باش تعمل. نعاود. int ركزوا بربي باش تفهموا لا ديفيرونس بارس انت نعطيها الفالور هذيا باش ترجع لي 13 علاش خاطر باش تاخذ الفالور تاخذ منها كل بارتي انتيير بار كونتر نمبر لهنا اذا كان نعطيها لهنا لا فونكسيون نمبر qu'est-ce qu'elle va faire elle prend toute la valeur et elle essaie de lui faire une conversion elle ne تنجمش تعملها conversion puisqu'elle contient une chaîne de caractères donc ترجع لي not un number est-ce que c'est clair s'il vous plaît est-ce que c'est clair هاي الأخرين راين باهي جست قريب نكملوا دونك هوني بارس انت تاخد 22 هنا كي ناخذ بارس انت عطيتها 70,10 فيرغول هنا لو دوزيام بارامتر سي بور انديكي لا باز نجم نلقى 2 باش نقول باز بينير نجم نلقى 16 باش نقول باز اكزاديسيمال هنا عطيته باز 10 تو سامبلومون باش يرجع لي 70 le dernier exemple, parse float de 22,5, je regarde les 22,5, c'est le réel. Maintenant, pour le type chaîne de caractères, tout simplement, toujours bon entre deux codes ou entre codes, juste une remarque, lorsque vous avez des phrases, et les filles faisaient des codes, qui m'a hacka par exemple, je vais vous donner un exemple. Lorsqu'on a une chaîne de caractères qui contient aussi des codes à l'intérieur. يعني chaîne أنا شو نحب في l'affichage. Je veux afficher je suis malade entre codes. وقتها pour forcer les codes هذوما يقعدوا لي في l'affichage juste je vais les précéder par anti-slash. هات نحوهم نحن هذو الداخلانيين. نحي les anti-slash ونخليها تراح نشوف باش يصير. Je vais actualiser ma page. فوالا يخرج لي سنتكس ايرور علاش خاطر هو ماشي في باله الشين توفى لهنا الوغ كي يلقى شين اخرى انا باش نقول له راه الداخلانيين سو سون دي كوت معناها كي اونتور ما فراز جوست كل قبل كوت جو نعمل هكا لي زونتي سلاش j'enregistre et j'actualise ma page et voilà en principe نلقى l'affichage نتاعي لهنا correctement juste انا خاطر الفناتر ماهيش ضعف est-ce que c'est clair s'il vous plaît est-ce que vous m'avez compris voilà كنعمل انا alert message هوني هذاك علاش ما ظهرليش خاطر ما عملتلوش alert
Voilà. J'actualise. Ah, je trouve le message. Kharjou, c'est une chaîne de caractères qui contient une phrase avec 2 codes. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Est-ce que vous m'avez compris? Très bien. On termine avec les structures conditionnelles. Nous allons 5 دقائق ونكملوا. Juste آخر حاجة. Je vais passer l'exemple. Le même principe. Alors, là, أنا في les structures de contrôle je termine avec les structures de contrôle conditionnel معناها الإف وإلا السويتش كما تعرفوا عندي الإف والإز الإف entre parenthèses وتحط كان عندك instruction واحدة on n'a pas besoin d'ajouter les accolades sinon bien sûr on ajoute les accolades donc voilà un exemple vous pouvez retourner au cours pour voir l'exemple juste une remarque باش نوريها خاطرها جديدة في الجافا سكريبت اللي هو l'opérateur ternaire هنا l'opérateur ternaire انت في عوض au lieu d'écrire if condition نحط les accolades نكتب l'instruction else نحط traitement alternatif je peux écrire ces 4 lignes dans une seule ligne avec l'opérateur tertiaire اللي هو le point d'interrogation كيفاش par exemple نحط la variable هنا égale condition point d'interrogation هنا le résultat, si la condition est vérifiée, 2 points. Le résultat, si la condition n'est pas vérifiée. Voilà un exemple. Versibilité. هكا هو مكتوبة باش نعمل هيك في النوتباد باش تفهموها أخي. تابعوني s'il vous plaît. Ici, voilà. شفتوها la ligne هذه نجم نكتبها autrement. نكتب versibilité اللي هي égale condition وهذه c'est la variable. Donc, أصلها كيفاش تكتب avec la structure if. If condition, c'est ça la condition. Donc, if 6 égale à f, voilà. Qu'est-ce que j'allais faire ici? Je vais mettre le résultat si la condition est vraie. Voilà le résultat si la condition est vraie. Donc, je prends le civilité égale madame. CTRL-C égale CTRL-V. Point virgule. Else maintenant. Else si la condition n'est pas vérifiée. Else. Je vais mettre civilité égale à homme, égale symphonie monsieur. Voilà. Voilà. Est-ce que c'est clair? Donc, au lieu d'écrire ces 4 lignes avec la structure conditionnelle if, les mêmes, je peux les écrire sur une seule ligne. Voilà, ça c'est la condition. Si la condition est vraie, le résultat lié civilité va prendre la valeur madame. Sinon, si la condition n'est pas vraie, égale à f, la civilité بتاخو monsieur. Est-ce que c'est clair? Donc, ces 4 lignes, هما بيدهم نجم نكتبهم sur cette seule ligne avec l'opérateur tertiaire. Je répète ma question. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez compris la structure conditionnelle avec l'opérateur? فسر لي مرة أخرى. دكور نعاود لك. نعاود بربي ما يسالش. دونك هوني قلت في الإيف أصلنا احنا الإيف عندها لا structure suivante. إيف condition إذا كل condition vraie voilà le traitement l'ouleni. Else, si la condition n'est pas vérifiée, voilà le deuxième traitement. Cette écriture في JavaScript, نجم نكتبها dans une seule ligne par cet opérateur tertiaire. ايش معناه؟ يقول لي var اللي هي civilité traitement وهذه هي الكونديسيون. دونك عبارة قلت له if 6 égale à femme راهي civilité elle va avoir madame. هذاك ايش معناه؟ معناها كاين قلت له سي 6 égale à f civilité va avoir la valeur madame. هاكا هذاك علاش نحط point d'interrogation. Sinon جي بعد 2 points ريت لي بعد 2 points après les 2 points je vais trouver le traitement alternatif. بعد 2 points ça représente le else. هذه كلها else هاي شفتوها الelse اللي بعد 2 points. هذه إذا كان الإف صحيح. إذا كان 6 égale à f alors civilité اللي هي الريزلتا تاخو مدى. Est-ce que c'est clair s'il vous plaît? شكون هو قال يعاود لي؟
D'accord, je vous en prie. Ben, هكا نكونوا كملنا séance الأولى. Donc, أنا عطيتكم les concepts الكل اللي تنجموا تستحقوهم pour réaliser votre premier TP. Inch'Allah, la semaine prochaine, on avance plus dans le cours. نشوفوا les structures de contrôle itérative معناها الفور. ونشوفوا زاد فما juste قبل ما نكمل بربي في الستركتور كونديسيونيل بخلاف الاف عندنا السويتش. السويتش علاش نستعملوها؟ باش في عوض ما تقعد اف ديريكتومون تحط سويتش، تحط ليكسبرسيون باغ اكزومبل اللي هو لا موين ولا سي موين ايغال كيز 10 باغ اكزومبل باسابل، كيز 12 اليرت معناها ان تريتمون. هذا سي لو سويتش. سينو اون فا فوار تريتمون itératif اللي هو بلي بوكل وايل والفور et ainsi de suite, et on termine par les boucles sur les tableaux, Inch'Allah, la semaine prochaine, avec plus d'exercices et plus d'applications sur le cours qui m'a chauffé l'youma. Sinon, je vais déposer le cours sur la plateforme et vous pouvez bien sûr tester les différents exemples. Un conseil à vous donner, essayez toujours d'exécuter les exemples sur les outils Notepad ou bien sur Blimtext ou bien VS Code pour s'habituer de la syntaxe du langage JavaScript. Sinon, si vous n'avez pas de questions, j'espère que c'était bien clair. Plateforme, monsieur Hani. Je la plateforme, monsieur. Et on dit madame, mais nicht monsieur. Les autres, le cours. Alors, vous allez trouver le cours sur la plateforme. تدخلوا على l'UVT, vous accédez, vous allez trouver Dalil Amara, prof de cours, programmation web 2, et je vais déposer le cours. D'accord? Hamza, ما فهمتكش Hamza, plateforme, monsieur Hani. J'ai pas compris, Hamza, donc, pour les autres, si vous avez bien compris, je vous laisse. Sinon, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Hein? D'accord. Allez-y. Si tout est clair. Ah, d'accord, d'accord. Hein. D'accord, c'est pas grave. Donc, معلش انتم قريتوا تي بي؟ وقتاش تقراو تي بي انتم عند مسيو محمد؟ في بالي البارح قريتوا تي بي. انتم ولا الجروب فما ان اوتر جروب يقرا غدويكا. تري بيان يا ولدي ما تسمعوش فيكم. دونك انتم باش تكونوا مخي شويه ما سي با غراف معناها نحاولوا في الكور او تي بي جو في معناها coordonner avec monsieur Mohamed de sorte يا احمد خلي ثاني في المقبره revoir الشويه انا قريب ناخذ vous laisse bon après-midi et à la semaine prochaine. Vous allez trouver l'enregistrement. Hein. Au revoir, merci. بو حميد وي راهو خرج.